que tu as signé pour Mélanie? Pas une supercherie. Malheureusement. Un grand dommage, et tout le monde est bien triste, et ça fait un mauvais effet pour la NASA qui avait déjà eu pas mal de problèmes, et là, de perdre d'un coup $1 milliard, ça va avoir certainement un effet assez négatif sur l'avenir de la NASA. Alors, je peux peut-être... On commence maintenant, là, Bon, j'aurais aimé vous souhaiter la bienvenue. Ah bon, on peut faire ça. Rentrez. Alors, chers membres, Reeves, mesdames et messieurs, il me fait grand plaisir de vous voir ce matin. Nous avons un grand honneur ce matin de rencontrer M. Reeves. Hier, la présentation que l'UQAC lui a fait, c'était grandiose. Je ne pense pas que j'ai le temps ce matin d'aller aussi loin et je n'ai pas fait de recherche peut-être aussi poussée que le monsieur qui vous a présenté hier. Sauf que pour le manque de temps, je pense que les gens sont plus intéressés à écouter M. Reeves que de m'écouter ce matin, puis je vous comprends. Pour une fois que je ne parlerai pas longtemps. Alors, juste pour terminer, c'est tout simplement que M. Reeves, tous le connaissent, spécialement les gens qui font de l'astronomie. Les gens qui sont dans ce domaine-là ont lu plusieurs de vos livres. Ils savent que vous êtes une personne qui est très, très recherchée et aussi très écoutée. Alors, pour pouvoir vous écouter, je vais vous céder la parole. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Et puis, je vais donc reprendre un peu les questions qui sont là. La question sur la comète Schumacher-Levy, ça, je crois que pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est une comète à laquelle il est arrivé quelque chose d'assez extraordinaire. Elle est passée près de Jupiter et le champ de gravité, l'effet de marée de Jupiter l'a cassé en morceaux. Et elle se balade maintenant comme une sorte de train. Il y a 10 morceaux, 10 ou 12, je ne me souviens pas très bien, qui sont à la suite les uns des autres. Il y a des photos magnifiques où on voit, c'est comme des poussins qui suivent, des canetons qui suivent leur canne. Et au lieu d'avoir une comète, on en a 10 qui se suivent à la queue. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que cette comète va tomber la prochaine fois, l'année prochaine, je crois que c'est en juillet prochain. Elle va tomber sur Jupiter et ça va être un événement d'une puissance absolument formidable. Ça va être un peu comme la chute des météorites qui auraient massacré les dinosaures sur la Terre. Ça va être un événement fantastique. Malheureusement, c'est sur la face cachée de Jupiter par rapport à nous. On ne verra pas la chute de ces morceaux de comète sur Jupiter. Mais il est fort possible et même vraisemblable qu'on en voit le reflet sur les satellites de Jupiter. Il y a des satellites de Jupiter qui sont à ce moment-là de l'autre côté de Jupiter, mais qui sont visibles, qui sont décalés par rapport au disque de la planète. Et on pense que les satellites vont s'illuminer par le flash de lumière qui aura été provoqué par la chute de ce train de comète sur la surface de Jupiter. Tout le monde attend cet événement avec impatience parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Ça, c'est pour la question sur Schumacher-Levy, le train de comète. Alors, la suivante, l'amateur astronome, qu'est-ce que peut faire un astronome amateur aujourd'hui? Il y a encore tout un domaine qui est de plus en plus important, c'est que maintenant qu'on a des instruments qui coûtent très cher et qui sont très performants, mais qui ne regardent que des fractions infimes du ciel à la fois, il reste encore tout le côté aléatoire, c'est-à-dire ce qui arrive sans qu'on sache et ce qu'il faut découvrir le plus vite possible. Par exemple, les comètes sont généralement détectées par les amateurs parce qu'ils arrivent dans une région du ciel que personne peut-être ne peut étudier. Mais un autre domaine qui est très important, c'est les novas. Les novas, ce sont des étoiles qui deviennent très brillantes et qui restent très brillantes pendant quelques semaines, ne deviennent pas aussi brillantes que les supernovas. Une supernova peut devenir 1 milliard de fois plus brillante que le Soleil en quelques heures. Une nova, c'est plus modeste, c'est peut-être 100 000 fois, 1 million de fois.
mais c'est un phénomène très fréquent. Très fréquent, et il y a un très grand nombre de novas qui sont suffisamment éloignés pour qu'on ne les voit pas à l'œil nu. Alors, on les manque. D'une part, parce que, comme ils arrivent bien partout dans le ciel, il n'y a pas nécessairement, et il n'y a pas généralement un télescope qui regarde dans la direction voulue. Et deuxièmement, parce qu'on ne les voit pas à l'œil nu. Et il y a un programme qui a été développé aux États-Unis d'observation à la jumelle. La jumelle devient à ce moment-là un instrument très important. Un instrument très important. Les jumelles permettent de voir beaucoup plus, évidemment, d'étoiles que l'œil nu. Et donc, il y a toute une collection d'étoiles qui sont visibles à la jumelle et non pas à l'œil nu. Et parmi ces étoiles, il y a la possibilité qu'il y ait des novas. Et ces novas, il est très important de les voir très tôt. Parce que nova, c'est un phénomène, l'étoile devient très brillante, elle part tout d'un coup, en quelques heures, elle monte donc très rapidement, et puis elle redescend lentement. Et ce qui est important, et ce qu'on connaît très mal, c'est la montée. Parce qu'évidemment, pour la montée, il faut l'attraper au bon moment, dans les heures qui ont suivi l'explosion, et ça, c'est très improbable. Et il y a des gens, par exemple, il y a aux États-Unis un jeune Américain prodige qui a appris par cœur. Nous connaissons tous les constellations, et si vous regardez la Grande Ourse, c'est qu'en plein milieu de la Grande Ourse, il y a une étoile qui apparaît aussi brillante, vous serez frappé, vous direz, il y a quelque chose de spécial dans ce point-là. Mais ça, ce n'est vrai que pour les grandes constellations. On ne connaît qu'une toute petite partie, on a mémorisé qu'une toute petite partie des constellations. Orion, la Grande Ourse, Cassiopée, tout ça, s'il y a quelque chose de spécial, on le remarque. Mais dans les étoiles qui sont tout juste visibles à l'œil nu, on ne remarque pas forcément qu'il y a quelque chose de spécial. C'est ça l'important pour les novas, c'est de remarquer qu'il y a quelque chose de spécial, qu'il y a une étoile qui n'était pas là et qui est apparue. Et si cette étoile est à la limite de la visibilité, ou si cette étoile n'est visible qu'avec une jumelle, il faut déjà avoir une bonne connaissance de la configuration du ciel pour remarquer qu'il y a quelque chose de nouveau. Et là, il y a tout un aspect de l'astronomie qui est en train de se développer. C'est d'abord mentalement se former à soi-même de nouvelles constellations avec des ensembles d'étoiles beaucoup plus rapprochés et pouvoir détecter les événements nouveaux, l'apparition d'une nova ou d'une supernova dans ces étoiles. Et ça, c'est un domaine, c'est un exemple que je vous donne, c'est un domaine où il y a encore une très grande part qui vient de l'astronomie amateur. C'est que le fait que les amateurs ne regardent pas dans une direction particulière, mais regardent dans une direction plus générale, ont généralement des télescopes qui ne sont pas très performants, mais qui ont l'avantage d'avoir un grand champ, au lieu d'avoir un tout petit champ des grands télescopes, qui sont beaucoup plus passibles de découvrir des événements explosifs, des événements cataclysmiques, beaucoup plus vite, et donc dans leur toute première phase. Et ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup. Les supernovas, par exemple, on a beaucoup de supernovas, mais toujours dans la redescente, dans le moment où la lumière redescend. Dans la montée, on a pratiquement rien, et on aimerait bien savoir quel est le profil de lumière dans la montée, dans les heures qui précèdent l'arrivée au maximum. Ça, je dirais, c'est un des éléments importants de l'astronomie amateur, c'est tout ce côté aléatoire, non planifiable de l'observation astronomique, parce que personne ne sait où une comète, où une nova, où une supernova va apparaître, etc. Alors, il y a un autre, bon, on va prendre la question plus générale maintenant, qui dépasse le cadre scientifique, mais qui est très importante, qui est la première question. Pourquoi l'homme a-t-il ce besoin de se poser la question sur l'origine de l'univers? C'est la question de pourquoi le mot origine nous est aussi important. Pourquoi dès qu'on prononce le mot origine, il y a quelque chose qui se passe, le mot origine nous interpelle, comme on dit. On est curieux, on a envie de connaître quelque chose de l'origine, que ce soit l'origine de l'univers, que ce soit l'origine de la vie, ou l'origine de l'homme sur la Terre, ou l'origine du système solaire. Tous ces problèmes ont toujours eu un très grand impact sur la psyché humaine, et on peut deviner pourquoi. C'est qu'effectivement, ça nous touche personnellement, parce que l'origine de l'univers, l'origine de la vie, c'est relié à notre origine à nous. C'est aussi la question de savoir, un beau jour, on se réveille, on découvre qu'on est un être humain, et on découvre qu'on n'a pas toujours existé,
et on découvre que notre mémoire peut reculer dans le passé, mais qu'à un moment donné, ça bloque, on ne voit pas ce qu'il y avait auparavant, et on se demande d'où on vient, qu'est-ce qui s'est passé avant, et comment on en est venu à être ici aujourd'hui en tant qu'être vivant sur la planète Terre, être humain, québécois ou autre, n'importe. D'où on vient. Ça, c'est un problème qui nous touche énormément. Et je pense, et les psychanalystes disent, et je crois qu'ils ont raison, c'est que cette anxiété autour du problème de l'origine est très reliée au problème de la mort aussi, évidemment. C'est dans le même cadre qu'on entrevoit la question de l'origine et la question de la mort. On sait qu'on va mourir, on se demande qu'est-ce qu'il y a après la mort, et on se dit ce quelque chose qui a après la mort a quelque chose à voir avec le quelque chose d'où on vient. C'est une même histoire et c'est fondamentalement, en définitive, je crois, l'angoisse de la mort qui est derrière l'angoisse ou l'intérêt ou l'interpellation sur la question de l'origine. Pourquoi on a tous ce besoin, cette curiosité, qui est beaucoup plus qu'une curiosité intellectuelle. On peut avoir une curiosité intellectuelle pour savoir comment fonctionnent les voitures ou les radars, mais on voit bien qu'on n'y met pas le même impact émotif que sur la question de l'origine. On la retrouve par exemple dans le grand succès qu'ont les livres sur l'origine. Il y a eu, il y a quelque temps aux États-Unis, quelques années, un livre qui s'appelait Roots. Roots, c'est un livre qui était écrit par un noir américain qui avait essayé de retrouver les origines africaines des Noirs américains, c'est-à-dire de faire des arbres généalogiques qui permettaient aux Noirs américains de dire dans ma famille vient du Gabon, ma famille vient du Burundi ou de tel autre pays. Et ce livre avait eu un succès absolument formidable qui donnait, une fois de plus, un exemple de l'importance de cette question d'origine. Je pense que c'est relié à ça, l'intérêt qu'il y a aujourd'hui autour de l'origine de l'univers, et d'autant plus que le Big Bang, qui est aujourd'hui la théorie la plus vraisemblable de l'univers, est une théorie d'origine aussi. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire et d'assez frappant dans le cadre de la science, parce que pendant des millénaires, on a pensé que l'univers n'avait pas d'origine. On a vécu pendant très longtemps dans l'idée que l'univers existait depuis toujours et qu'il allait exister toujours, et qu'il n'y avait pas de telle chose qu'une origine de l'univers, comme on en trouve dans toutes les traditions religieuses ou philosophiques. On est plus familier avec la Bible, qui est une cosmologie d'origine, puisqu'elle nous apprend que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et la lumière a été séparée de l'obscurité, le septième jour, en fait, tout ce qui est le début de la Genèse, c'est une cosmologie d'origine. Ça n'est pas le seul, il y a un très grand nombre, quand on fait une sorte d'inspection, de bilan des différentes traditions, on s'aperçoit que pratiquement toutes les civilisations, que ce soit en Inde, en Chine, en Amérique du Nord, ici, chez les Indiens américains, en Papouasie, il y a des milliers de ce qu'on peut appeler d'histoires saintes, dans lesquelles chaque civilisation a une histoire qu'on raconte, qui fait partie de la tradition, et qui dit en ce temps-là, toujours le terme, en ce temps-là, c'était ainsi, en ce temps-là, il y avait ceci ou il y avait cela. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il y a des analogies entre ces histoires saintes. Il y a tous les cas de figure des histoires saintes, mais il y a des points qui se retrouvent en commun. Par exemple, l'idée que l'état initial de l'univers est un état de chaos. Dans la Bible, il y a cette idée du chaos initial et cette idée que ce chaos était... alors là, c'est très curieux parce que généralement, au chaos, on associe dans les traditions l'image de l'eau, un océan. Un océan, c'est informe. L'eau n'a pas de forme. Donne une image de ce qui n'a pas de forme, elle épouse la forme de ce qu'on lui donne. Et on associe à cet état initial de l'univers généralement l'eau, l'obscurité
Bang ressemble. Il y a l'idée de chaos, sauf que c'est pas obscur du tout. C'est extrêmement lumineux. Et c'est pas froid du tout, c'est extrêmement chaud. Mais à part cette différence, cette idée fondamentale d'un chaos qui est progressivement organisé ou à partir d'un élément structurant. Par exemple, chez les Égyptiens, on parle de l'eau et il y avait l'œuf cosmique. L'œuf cosmique, c'est ce qui va amener la structuration. C'est ce qui va créer l'ordre dans l'univers. Et l'œuf, pour les anciens, c'est aussi cette image. Un œuf, c'est extrêmement mystérieux pour un ancien. C'est quelque chose, quand vous le regardez, c'est liquide. Et puis tout d'un coup, vous voyez sortir un poulet. Il y a quelque chose d'absolument fantastique, qui est tout à fait compréhensible, qu'on ait associé l'idée de la création à partir du chaos à l'idée de l'œuf, qui est comme une reprise de cette idée de création en petit. La Bible a cette idée aussi, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. C'est aussi l'idée d'un élément organisateur qui va ensuite organiser le cosmos. Et ça, on retrouve ça dans le Big Bang aussi. On retrouve cette image d'un univers ancien, très chaud, très dense, très lumineux, et qui va progressivement sortir du chaos et se structurer. Et on va voir apparaître les atomes, les molécules, les galaxies, les étoiles, les planètes, et sur les planètes, la vie, toutes les formes de vie qui sont des vies extrêmement différenciées, extrêmement organisées. Ça, c'est un élément intéressant de cette recherche de l'origine avait amené un certain nombre de traditions à une image qui n'est pas loin, il y a des différences, mais pas fondamentales, de l'image que nous présente la science aujourd'hui, c'est-à-dire de l'image d'un univers initial, chaotique, désorganisé, qui contient des éléments qui vont le structurer au cours du temps. Dans le cas de la physique, ces éléments, dans le cas de l'univers réel, l'univers scientifique, ces éléments, ce sont les lois de la physique, les lois de la gravité, les lois de l'électromagnétisme, la force nucléaire, la force faible. Ces éléments jouent un rôle analogue à celui qu'on faisait jouer à l'œuf cosmique. En Amérique du Nord, c'est beaucoup les oiseaux. Les oiseaux, le corbeau, par exemple, dans l'ouest de l'Amérique, la divinité prend la forme d'un corbeau. Et c'est aussi quelque chose qui s'explique parce que le corbeau, l'oiseau, est également un être surnaturel pour l'homme primitif, parce qu'un animal qui arrive à s'envoler, pour lui, ça dépasse son entendement. Il se dit, il y a quelque chose de miraculeux dans le fait, quand il essaie de s'envoler, ça ne marche pas. Il se dit, un être qui arrive à voler avec la souplesse avec laquelle volent les oiseaux, immédiatement, il lui associe des propriétés surnaturelles et ensuite il peut associer cet animal aux propriétés surnaturelles à l'élément qui peut avoir organisé l'univers. Voilà, je crois que ça couvre un peu ce que je peux dire sur cette question. Le besoin de se relier, c'est le besoin, cet intérêt pour l'origine de l'univers, c'est le besoin de se relier à quelque chose, de ne pas se sentir flottant nulle part, découvrir en quoi, qu'est-ce qui nous relie à l'univers. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? Là, je pense que... Ah, bon, il y avait la question de la pollution. Bon, est-ce que la pollution au sens large progresse ou régresse? Bon, le problème de la pollution, c'est qu'on est loin d'avoir fait le bilan complet. C'est qu'on s'aperçoit pratiquement tous les 6 mois, vous apprenez que dans un domaine qu'on n'avait pas encore répertorié, la situation est encore pire qu'on pensait. Je veux dire, on ne le sait pas si elle régresse ou si elle progresse, parce qu'on n'a pas fait le tour de la maison, on n'a pas fait le tour de la situation. On vient d'apprendre, par exemple, les décharges de matériaux nucléaires faits par les soviétiques dans la mer Arctique, près de la Nouvelle-Zélande, qui ont jeté sans aucun soin des quantités formidables d'éléments radioactifs à la mer, ils ont simplement coulé, et aujourd'hui ces éléments radioactifs commencent à diffuser, et on ne sait pas très bien quel va être l'effet sur les poissons, il est certain que la situation est assez grave.
Je ne sais pas si on peut répondre à la question progrès sur régresse. Il y a des éléments plutôt positifs. Par exemple, la quantité de plomb dans l'air a commencé à diminuer. On s'est aperçu que depuis qu'on utilise les essences sans plomb, la quantité de plomb dans l'air a diminué. Or, le plomb dans l'air, c'est très grave, ça amène des maladies mentales très importantes, et il y a donc eu, sur ce plan, déjà un progrès. On s'aperçoit aussi que la quantité de CFC, ces molécules qui détruisent la couche d'ozone, la quantité de CFC n'augmente plus, commence même à diminuer, et que donc ça veut dire qu'à long terme, si on progresse, si on continue dans ce sens-là, on pourra sauver la couche d'ozone. Ça, c'est un élément important. Je crois que l'élément le plus important, cependant, c'est la progression de la prise de conscience de l'existence du problème. Le fait que de plus en plus de gens, dans plus en plus de pays, sont conscients de la gravité du problème, va amener les dirigeants à prendre des mesures pour contrôler la pollution. Et le problème, c'est que ces mesures sont très coûteuses. Chaque fois que vous voulez faire un contrôle catalytique ou faire quelque chose pour les cheminées ou n'importe quoi, ça coûte de l'argent. Et les politiciens savent que les solutions qui coûtent de l'argent ne sont pas populaires. Ils ont tendance, au contraire, à les éviter. Et ça n'est que s'il y a une pression constante des citoyens pour voir à long terme et dire faire des économies à court terme, ce n'est pas un avantage si ensuite on est obligé de payer ça très cher. Je pense que ce n'est que dans ces conditions qu'on arrivera à contrôler ce problème. Et à long terme, qu'est-ce qu'on attend sur le long terme? C'est parce que nous, notre réalité dans 100 ans. On pense à un équilibre. C'est très difficile de faire des... On peut espérer. On peut espérer un équilibre. Mais il y a par exemple le problème le plus important, je pense, c'est la planification des sources d'énergie à long terme. Et les gouvernements continuent malheureusement à planifier à court terme, c'est-à-dire à dire le prix du pétrole n'augmente pas, donc c'est pas la peine de se... Mais c'est une politique à courte vue, parce que le prix du pétrole n'augmente pas, mais il va certainement augmenter, puisque les réserves de pétrole sont en train d'être vidées très rapidement. Les réserves de charbon, c'est la même chose. Et il faut prévoir, non pas sur 5 ans ou sur 10 ans, mais sur 100 ans ou sur 1000 ans. Il faut essayer de penser à ce que seront les sources d'énergie disponibles dans 1000 ans et voir en fonction de ça. Mais essayer de convaincre un gouvernement de planifier pour 1000 ans, c'est pas facile. Oui, parce que s'il y a des hommes qui contrôlent, un jour, si la machine arrive à supplanter, si une machine dit, bon, dans X temps, la vie va le plancton va arrêter ou la chaîne alimentaire va être coupée, est-ce qu'on peut penser à ce qu'une machine prévoit et donne une obligation à l'homme? Je pense que ce ne serait pas une bonne idée de reléguer nos responsabilités aux machines. Je crois que ce serait pire encore. Oui. Il y avait une question sur l'exobiologie, je sais que vous l'avez un peu mentionné tout à l'heure, mais je ne sais pas si... Oui, est-ce que vous... Je n'ai pas bien compris quelle était... Est-ce que vous voulez la formuler clairement, cette question? Bon, c'est peut-être sur les différentes formes de vie à l'extérieur. La question de savoir s'il existe d'autres formes de vie... Ben plutôt, quel genre d'évolution que ça pourrait avoir s'il existerait d'autres formes de vie? Est-ce que nécessairement, ce serait comme la Terre ou ce serait... quel genre de forme de vie qui pourrait se développer à l'extérieur? Effectivement, on peut se poser cette question. On peut se dire, bon, la vie sur la Terre, elle a peut-être telle forme, mais rien n'empêche que d'autres formes de vie puissent exister ailleurs. Bon, en principe, c'est possible. En pratique, quand on regarde la question d'un peu plus près, on arrive à la conclusion que s'il y a d'autres formes de vie sur d'autres planètes, ce qui me paraît plausible, elles ressemblent vraisemblablement beaucoup à la nôtre. Par exemple, notre vie sur la Terre est basée sur le carbone. Et on a parlé pendant un certain temps de la possibilité que d'autres atomes puissent jouer dans la biochimie extraterrestre le rôle du carbone que le carbone joue dans notre planète. Eh bien, maintenant, on ne pense plus que ce soit le cas parce qu'on a découvert quelque chose d'intéressant, c'est que
la vie sur la Terre, elle est composée de molécules, les moléculaires. Et les molécules, on en observe non pas seulement sur la Terre, dans l'atmosphère, mais maintenant, grâce à la radioastronomie, on observe des molécules dispersées dans l'espace, dans toute notre galaxie, même dans les galaxies extérieures. On découvre des molécules qui contiennent jusqu'à 10, 12 atomes. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même un début d'organisation. Eh bien, on s'est aperçu que toutes les molécules qui ont plus de 3 atomes ont toujours un atome de carbone. Pas seulement sur la Terre, mais dans Andromède, dans M51, dans toutes les galaxies, on ne forme pas la nature, il n'existe pas de molécules qui ont plus de 3 atomes qui soient à base d'autre chose que du carbone. On le comprend chimiquement parce que le carbone a une structure extrêmement souple qui lui permet d'entrer dans la construction des molécules, ce que n'arriverait pas à faire, par exemple, le silicium. Le silicium est un atome qui ressemble au carbone. Il a 4 valences, tétravalent, mais il est un peu plus rigide. Et les crochets, les atomes crochus, les crochets du silicium sont beaucoup plus rigides que celles du carbone. Je donne un exemple. Le gaz carbonique, CO2, c'est une molécule qui est très active dans la circulation du corps humain. Elle peut entrer dans des tas de réactions chimiques. Quand on respire, on dégage du gaz carbonique. L'équivalent SiO2, c'est le sable. Le sable, c'est quelque chose d'extrêmement rigide qui n'entre dans aucune composition. Vous ne respirez pas du sable n'entre pas dans la composition du corps. Et bien, voilà un exemple de la différence, mais le plus important, c'est cette observation qu'en fait, la voie royale de la nature pour organiser la matière, c'est le carbone, c'est son atome chéri. Et ça, on le voit jusque dans les galaxies les plus lointaines. Alors, ça donne à penser, en tout cas, que s'il y a de la vie, une évolution ultérieure, ça ne prend pas 14 atomes, ça en prend 1 milliard, mais ce sera probablement à base de carbone. Je donne un autre argument en faveur de la ressemblance, c'est que, prenez par exemple la faune de l'Australie et la faune de l'Amérique, de l'Eurasie. Quand on a découvert l'Australie, on s'est dit, c'est fantastique, il y a des animaux totalement différents, des animaux qu'on connaissait. Il y a des kangourous, il y a des cassoirs, il y a des eucalyptus, tous des plantes ou des animaux qu'on ne connaissait pas en Eurasie. En fait, un kangourou, ça ne ressemble pas à un lion, mais la différence, elle est très superficielle. Parce que si vous regardez de près, il y a énormément de ressemblances entre un kangourou et un lion. Ça a 2 yeux, un nez, une bouche, un estomac, un système digestif, un système de reproduction, un cœur, du sang. Et pourquoi il y a cette ressemblance? Au-delà des différences superficielles, pourquoi un lion et un kangourou, ça se ressemble tellement? C'est parce que la vie, pour subsister, doit rencontrer des difficultés, doit vaincre des difficultés, doit dépasser des contraintes. Quelles sont les contraintes? C'est qu'il faut prendre de l'énergie, rejeter des matières quand on extrait l'énergie, se chauffer, se refroidir quand il fait trop chaud, se réchauffer quand il fait trop froid, respirer. Pour se maintenir en vie, il y a une logistique de la vie. La vie, c'est quelque chose qui ne reste pas tel quel. Un atome, vous le mettez là, il reste là, il n'y a pas de besoin. Un atome n'a pas de besoin, ça reste là. Mais un vivant, non. Si vous ne lui donnez pas continuellement tout ce qu'il lui faut pour le maintenir en vie, il va mourir. Et ses besoins sont les mêmes pour tous les animaux. C'est se nourrir, encore une fois, se réchauffer, se reproduire, si vous voulez, qu'il en reste encore pendant un certain temps. Et ces contraintes étant les mêmes, il est normal que les solutions à ces contraintes se ressemblent. Elles ne sont pas identiques. Le lion a ses solutions qui ne sont pas les solutions du kangourou, mais qui ne sont pas très différentes et qui imposent que sa structure physiologique, en tout cas, ressemble beaucoup à celle du lion. Eh bien, à partir d'arguments comme ceux-là, on peut se dire que si on arrivait sur une autre planète et qu'on découvrait des êtres vivants, il est vraisemblable que ces êtres vivants auraient à répondre aux mêmes besoins. Et ils y répondraient d'une façon analogue, pas identique, mais analogue.
et qu'on retrouverait des animaux qui seraient peut-être aussi différents que les lions des kangourous, mais pas extrêmement différents. Par exemple, on peut montrer, on voit que sur la Terre, il n'y a pas de très gros animaux. Les plus gros animaux, c'était les dinosaures. Les dinosaures, ça pèse une dizaine de tonnes, mais il n'y a pas d'animaux de 1000 tonnes, par exemple. Il n'y a pas d'animaux qui sont aussi gros que le mont Everest. Pourquoi il n'y a pas d'animaux qui sont aussi gros que le mont Everest? C'est parce que ces animaux seraient tellement lourds, la force de gravité sur eux serait tellement puissante qu'ils se casseraient ou qu'ils n'arriveraient pas à se déplacer. Les contraintes sont les mêmes un peu partout, et ce qui veut dire que si on trouve des animaux, ils auront probablement, comme la vie sur la Terre, un maximum de quelques tonnes, quelques dizaines de tonnes, mais qui n'auront pas des animaux de 1000 tonnes, par exemple. Il n'y aura pas des animaux qui ont 1 kilomètre de hauteur, par exemple, parce qu'1 kilomètre de hauteur, quand vous tombez, vous faites très mal. Déjà, quand on tombe à notre hauteur, on s'abîme un peu. Si on tombait d'1 kilomètre de hauteur, vous imaginez ce qui se passerait. Voilà, il y a tout un ensemble de contraintes comme ça qui font penser que ça doit se ressembler. C'est dire, on peut aussi penser que ces réflexions sont très limitées, qu'il y a peut-être bon, Mais une question que j'aimerais, quelque chose de grande envergure. Souvent, que les scientifiques envoient des sondes d'observation, par exemple Galileo alentour de Jupiter, ou la navette spatiale, il disait que certains instruments tombaient en panne. Comme le télescope spatial, qu'on dit qu'il est défectueux, il est myope, comme on dit. À toutes les fois qu'ils envoient des missions de grande importance, ils disent que ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est une conspiration pour cacher certaines informations ou réellement ces appareils-là sont défectueux lorsqu'ils arrivent pour effectuer leurs tâches? Oui, ce serait exagéré de dire que tous les grands instruments ne fonctionnent pas. Il y en a Non, mais en qui grande partie, là, souvent. Il y a beaucoup qui ont fonctionné très bien et tel que prévu. Le télescope ultraviolet IUE, par exemple, a marché très bien. Les missions voyageurs, les missions pionniers qui ont étudié le système solaire ont marché très bien. C'est vrai qu'il y a eu des échecs notoires depuis quelques années. Bon, le plus grand échec étant le Mars Observer, qui est une perte totale. Hubble, en fait, c'était effectivement un demi-échec, mais on a quand même obtenu beaucoup de résultats, parce que malgré sa myopie, les programmes de traitement d'image ont permis, vous avez sans doute vu, de reconstituer les images brouillées et ont donné des images formidables. Il y a une collection d'images formidables qui viennent de Hubble. Si vous avez regardé, il y a eu un numéro du Sky Telescope, un autre numéro dans la Scientific American, et on sait que, enfin, le programme, c'est que la navette aille réparer Hubble en décembre, je pense, en décembre de cette année, on aille le réparer. Non, je ne crois pas qu'il y ait de conspiration, au contraire, ça va contre tout l'intérêt des scientifiques, parce que dans une période de récession où les gouvernements sont déjà trop prêts à couper les budgets de la recherche fondamentale, eh bien, de perdre comme ça un satellite, ça fait un très, très, très mauvais effet. Mais le réseau CNN, il disait que sur Mars Observer, il aurait découvert quelque chose, puis il ne voulait pas le révéler au public. Qui disait ça? Au réseau CNN, je pense, ils ont déjà parlé concernant Mars Observer. C'est vrai? Parce qu'il y avait un groupe d'Américains qui croient à la vie sur Mars, et ils pensent que la NASA veut cacher cette vie-là. Oui, c'est juste quelque chose qu'on a entendu parler. Ça me paraît hautement imaginatif. OK. Dans le domaine toujours de l'astronomie, il y a des percées qui se font. L'ensemble de la communauté des astronomes fait des découvertes assez régulièrement. Mais l'armée, si on peut dire, ou les forces militaires de différents pays détiennent des informations assez capitales, on va dire, fondamentales. Est-ce que c'est pas un peu dommage que ces informations-là parviennent pas plus facilement, à l'ensemble de la communauté scientifique, fait des efforts inouïs dans une direction? Par ailleurs, on trouve des données fondamentales à un autre endroit, puis on n'est pas capable d'arriver à s'harmoniser. Parce qu'on a peut-être du retard, finalement, dans l'ensemble de la recherche due à cette fait-là. Il y a effectivement des cas, par exemple, dans la détection du rayonnement gamma, où les militaires avaient découvert des événements astronomiques qui n'ont révélé que plusieurs années plus tard, parce que s'ils les avaient révélés aux scientifiques, les scientifiques auraient pu calculer à partir de ces données les propriétés des satellites qui les ont mesurés. Et ces satellites sont évidemment super secrets. Il n'est pas question qu'on sache quelle était leur performance. Bon, ça c'est un élément qui est dommage. Je pense qu'il est insurmontable. Je crois qu'on peut
pas l'empêcher. On ne peut pas empêcher les militaires d'avoir leurs secrets. On peut souhaiter qu'ils n'en aient pas, mais ça ne touche qu'à des domaines quand même assez minimes de la recherche. Ce n'est pas des choses vraiment importantes. Le seul cas que je connaisse, encore une fois, ce sont ces données sur les flash gamma, ce qu'on appelle les gamma bursters, qui nous ont été connus que quand les militaires ont décidé de mettre une première génération de satellites à la poubelle pour les remplacer par des plus performants. Donc il n'y avait plus rien à perdre à nous donner les informations qui nous permettaient de connaître les caractéristiques. Ça peut retarder dans certains cas. Oui, ça, si on l'avait su plus tôt, ça aurait retardé, ça aurait aidé. Ceci dit, ça fait 20 ans qu'ils nous ont donné ces informations et on ne sait pas encore de quoi il s'agit. Alors, ce n'est pas un grand drame, ça n'a pas retardé grand-chose, puisque ça reste un des domaines les plus mystérieux de l'astronomie. Il y a régulièrement dans l'espace des objets célestes qu'on n'arrive pas à identifier, qui ont des flashs de rayonnement gamma d'une puissance extraordinaire. Et jusqu'ici, toutes les théories qui ont été proposées pour expliquer l'origine de ces flashs sont avérées incapables d'en rendre compte. Ça, c'est un chapitre intéressant de l'astronomie, un chapitre mystérieux. C'est vous qui avez un gain quand même, si on peut dire, en arrivée. Oui, on pourrait. Une fusion des deux forces. Oui, mais il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Et puis d'ailleurs, ce serait, bon, je crois que les militaires se défendraient en disant justement que leur rôle, je ne suis pas sûr que je serais d'accord avec leur argumentation, mais en tout cas, elle est logique. Ils diraient, mais si notre rôle est de défendre le pays, il faut quand même qu'on garde les conditions les meilleures, c'est-à-dire qu'on ne donne pas nos progrès technologiques aux ennemis. Ça se dépend. C'est pas un peu un cas de conscience qui se pose un scientifique à savoir qu'il va aller vers le civil dans des recherches poussées, plutôt que vers le militaire dans des recherches poussées. C'était pas finalement un choix. Ah, ça, c'est une autre question. Moi, je pense que ma position personnelle, c'est que je ne dis pas qu'il ne faut pas une armée. Il ne faut pas être naïf. Si l'Angleterre n'avait pas eu d'armée en 1939, Hitler aurait fait une bouchée. Je ne suis pas pacifiste ou naïf, parce que les gens sont ce qu'ils sont, et si vous n'êtes pas armé, il y a des cas dans lesquels, tant pis pour vous. Ceci dit, mon choix personnel, c'est de n'avoir rien à voir avec l'armée, rien à voir avec les militaires. Pourquoi? Parce que la frange est trop mince entre la défense et l'agression. Et les choses étant ce qu'elles sont, les pays commencent par s'armer pour se défendre et passent rapidement à l'agression. On l'a vu avec Saddam Hussein, on l'a vu avec plein d'autres pays. Cette logique, cette frange très mince entre la défense et l'agression, elle est trop mince. Donc moi, mon choix personnel, j'ai été très souvent invité à travailler, à faire des recherches militaires. J'ai toujours refusé catégoriquement. C'est un non inconditionnel. Je n'avais jamais rien à voir avec l'armée. Ce qui ne veut pas dire que je les blâme, mais c'est un choix personnel. Parce que c'est trop près, on est trop près de la limite défense-agression. Je pense que la fin de la guerre, c'est une connerie et que le plus vite on cessera de la faire, le mieux ça sera. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se désarmer. C'est subtil. Il faut un désarmement, comment est-ce qu'on dit, équilibré. Il ne s'agit pas de dire je me désarme et je fais confiance aux autres pays. Parce que la première chose que vous savez, c'est que je suis pour un désarmement progressif, comme on fait maintenant entre l'Union soviétique, l'ex-Union soviétique et l'Amérique, c'est-à-dire je coupe de temps, vous coupez du temps, tout le temps. En fait, ça, c'est des grands problèmes. Alors, malheureusement, le temps nous presse. Il me resterait à remercier M. Reeves d'être venu nous rencontrer ce matin. Je crois que les questions qu'on avait élaborées ont tous été bien répondues. Et puis, on aimerait vous présenter un petit quelque chose. Je vais mettre à M. Reeves deux souvenirs du Club d'astronomie Sirius. Ah, merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, malheureusement, ça aurait été intéressant que vous puissiez, je suis persuadé qu'il y en a plusieurs qui auraient des questions à nous poser. Mais par contre, si on veut être en mesure de tout faire ce qu'on avait prévu de faire, alors, s'il y en a qui, on pourrait peut-être prendre les photographies en premier, avec tous les membres. Par la suite avec le conseil d'administration, et puis il devrait rester quelques minutes pour photographier quelques lignes.
Alors, si vous voulez bien, tous les membres, là, on va venir en avant. On va voilà. Pourriez vous placer? Non, non. On va la mettre dans le Il est parti. Oui, pas de. Ah, il est parti. Gérard, ta question? Moi. Approchez-vous. Non. C'est vous pas en avant de M. Ring, on aimerait bien voir tous le voir. C'est grave. On est bien, c'est déclencheur. C'est qui parle? OK. En diapo. On va prendre un autre. Prends tout le monde, Charles? Oui.